Bonjour à tous et bienvenue sur Bloody Count. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un film culte des années 90 et qui aura marqué mon enfance, au point d'en faire l'homme que je suis maintenant. Terrible. Quand on pense aux années 90 dans le cinéma hollywoodien, on pense forcément au cinéma d'action. True Lies, Speed, Terminator 2, la saga Die Hard ou The Rock. Cette décennie a connu une tonne de films pleins de testostérone, avec des courses-poursuites, des explosions et des punchlines qui défoncent. Tu sais ce que c'est ça? L'appareil à faire des cônes glacées. Plusieurs noms dans le cinéma hollywoodien vont ainsi apparaître durant cette décennie. Jerry Bruckheimer, Michael Bay, Tony Scott, Joel Silver et Shane Black. Shane Black est un scénariste assez réputé dans le milieu. En effet, c'est lui qui, à même pas 25 ans, nous pond le script de L'Arme Fatale, qui est, comme nous le savons tous, l'un des plus gros succès des années 80. Il va notamment nouer une très bonne relation avec Joel Silver, producteur de L'Arme Fatale, qu'il enverra en tant qu'acteur sur le génialissime Predator de John McTiernan. Shane Black joue le rôle de Hawkins, qui se verra très vite salement éliminé par notre chasseur de l'espace. En effet, Joel Silver voulait surtout avoir sous la main un scénariste pour retaper son script pendant qu'il tournait dans la jungle, ce que Shane Black fera en ajoutant des blagues de beauf bien débiles de la bouche de son propre personnage. Tu connais celle-là? Le mec est en train de brouter sa nénette. Et il lui dit « Merde, il est énorme ton minet. Merde, il est énorme ton minet. » Et elle dit « Mais pourquoi tu le dis deux fois ?» Et il dit « Mais je l'ai dit une seule fois. » Tu suis? C'était juste l'écho, parce qu'elle... Mais très vite, son expérience avec l'industrie hollywoodienne va se gâter pour lui. En effet, la Warner lui demandera d'écrire une suite à L'Arme Fatale. N'ayant jamais songé à faire une suite de ce projet, il vint à l'évidence que le personnage de Martin Riggs, incarné par Mel Gibson, devait mourir à la fin du film. Mais les studios ne l'entendirent pas de cette oreille, et Black s'écarta du projet. De cette mauvaise expérience est ressortie une genre de suite aussi fun que complètement schizophrène, nommée L'Arme Fatale 2, mais surtout un autre projet tout droit sorti de la botte secrète de Shane Black, et c'est de ce film dont nous allons vous parler aujourd'hui. Le Dernier Samaritain, ou The Last Boy Scout, est un film réalisé par Tony Scott, sorti en 1991. A noter pour l'anecdote que le film devait s'appeler à la base Die Hard, mais Joel Silver aimait beaucoup le titre et du coup l'a carrément racheté à Shane Black pour nommer le film culte que l'on connaît désormais. Le Dernier Samaritain, donc, est à la base un scénario que Shane Black avait écrit quelques années auparavant. Fort de sa réputation grâce au méga succès de L'Arme Fatale, son script va être acheté par la Warner pour la modique somme de 1 750 000 $. Quoi? C'est beaucoup? En effet, c'était un record à l'époque. Et Shane Black a même refusé encore plus d'argent pour bosser sur ce projet-là. On se retrouve donc avec un Four of a Kind assez spectaculaire avec Joel Silver à la production, Shane Black au scénario, Tony Scott à la réalisation qui ressortait du succès tonitruant de Top Gun, et Bruce Willis dans le rôle principal alors qu'il venait tout juste d'exploser avec la sortie de Die Hard. Les propres mots de Joel Silver, c'était la combinaison ultime qui allait leur assurer à tous un immense succès. Bon, comme vous devez vous en douter, ça n'a pas été le cas. Et pourquoi me direz-vous? Eh bien, voyons ça tout de suite. Le Dernier Samaritain est ce qu'on appelle un buddy movie, ou en français, un film de potes. Alors non, pas comme dans les petits mouchoirs. Un genre très en vogue durant les années 80, où deux flics au tempérament complètement opposé doivent faire équipe afin de vaincre un vilain, en général un brin mégalo. Un concept que l'on peut retrouver dans des films comme 48 heures, Tango et Cash, ou bien L'Arme Fatale. Ah bah oui, forcément. Dans Le Dernier Samaritain, on suit Joe Hallenbeck, ou Joseph, selon les méchants. Bonjour, Joseph. Ancien agent des services secrets rétrogradé en détective privé alcoolique, au point où on le découvre, dès la première scène, en train de dormir dans sa voiture avec un écureuil mort à ses côtés. Son ami Mike, avec qui il travaille et qui accessoirement baise la femme de Joe, lui propose une mission, protéger une stripteaseuse. Je lui donne 3 sur mon échelle de doigts. Je m'en couperais bien 3 si le bon Dieu me laissait la baiser. Mais la voiture de Mike explose sous les yeux de Joe. Qui est l'enflure qui a fait ça, Joe? Sûrement une contractuelle. On découvre ensuite son futur buddy, Jimmy Dix, ou James selon les méchants. James? Il fait ça à tout le monde.
Moi, il m'appelle Joseph. Est un ancien footballeur cocaïnomane incarné par Damon Wayans. Oui, le même Wayans que les frères Sean et Marlon, les mecs derrière les 2 premiers Scary Movie. Et Damon est bien entendu réputé chez nous pour son rôle de père de famille Michael Kyle dans Ma famille d'abord. Ta gueule. Dans Le Dernier Samaritain, il est aussi le petit ami de Cory, la fameuse stripteaseuse que Joe doit protéger, incarnée par la toute jeune Halle Berry. Oh, si j'étais une chatte, je ronronnerais. Eh ben t'es vraiment pas au bout de tes surprises. Mais malheureusement, Joe se fait pécho par de mystérieux hommes de main à qui il raconte des blagues. Elle est pas si grosse que ça, mais pour la prendre en photo, j'ai dû louer un avion. Salaud. T'as tout compris. Et arrive trop tard puisque Cory se fait assassiner, sous les yeux de Jimmy cette fois. C'est ainsi que Jimmy et Joe vont s'unir pour découvrir la vérité. Cory est impliqué dans une conspiration dans le milieu des paris sportifs illicites dans le football américain. Une conspiration impliquant un sénateur pour qui Joe avait déjà travaillé par le passé, et à qui il lui avait déjà fait sentir le goût de ses poings après l'avoir surpris en train de défoncer une pauvre femme sans défense, et qui accessoirement l'aura fait virer des services secrets. Comme dans tout bon buddy movie qui se respecte, nos 2 amis ne vont pas être très amis au départ. C'est sympa de discuter avec toi. Je t'emmerde. Mais ces derniers vont très vite trouver des preuves incriminantes dans l'appartement de Cory, concernant le sénateur donc, mais aussi le président d'un club de football. Nos 2 anti-héros vont ainsi tenter de dévoiler le fond de l'affaire, tout en essayant de survivre à de multiples tentatives de meurtre et autres voitures piégées durant tout le film. Bon, d'abord revenons au contexte de production du film. Il faut savoir que le script a été réécrit par Shane Black à de nombreuses reprises, suite à un tas de désaccords entre lui, Joel Silver et Tony Scott. Si bien que Tony Scott avoue avoir vécu une très désagréable expérience en travaillant avec Joel Silver, au point où il en dresse un portrait peu élogieux dans son film suivant, True Romance. Shane Black était au même moment dans une très mauvaise passe, ayant vécu une rupture amoureuse terrible qui le coupera de sa famille et de ses amis. Le fait de réécrire encore et encore le même scénario aura aussi eu un impact considérable sur sa dépression. En effet, l'un des premiers problèmes rencontrés était que Joe, dans le script initial, devait secourir sa femme, menacée de mort. Sauf que pour Bruce Willis, sauver sa femme et tuer les méchants, il l'avait déjà fait dans Die Hard. Il fallait donc changer l'enjeu final. C'est ainsi qu'apparaît le personnage de Darian, la fille de Joe, petit ado au caractère bien trempé. C'est quoi ce numéro marqué sur ton crâne? C'est au cas où tu te ferais ramasser par la fourrière, c'est ça? Qui va carrément se joindre à l'enquête aux côtés de Jimmy, alors que Joe est entre les mains des méchants. Sauf que dans le script initial de Shane Black, le récit était bien plus noir et sordide qu'il ne l'est désormais. Le film devant se terminer dans un studio de cinéma, l'homme de main Milo, présent dans le film terminé, devait être un réalisateur de snuff movies. Et le grand méchant était surtout le fils du sénateur Bennett, un genre de yellow bastard défiguré, dérangé mental et pédophile. On imagine très bien que foutre une petite gamine dans un studio de snuff movie avec un psychopathe dérangé et défiguré n'a pas dû trop plaire au studio. Et enfin, Joel Silver aura grandement modifié la dernière partie du film. Adepte de la formule « une explosion toutes les 10 minutes », histoire que le spectateur ne s'ennuie pas, hein. N'oublions pas qu'on est tous des gros beaufs qui ne pouvons prendre notre pied que quand ça pète. Le final devait être un anticlimax comme dans les bons vieux polars hardboiled des années 70. Mais pour Joel Silver, il faut que ça pète, que ce soit spectaculaire. On va donc foutre nos 2 anti-héros dans un stade plein à craquer en plein match de football. On va aussi faire chevaucher Damon Wayans sur un cheval en plein milieu du stade, alors que le grand méchant finit déchiqueté par les pales d'un hélicoptère. L'ambiance du film devait être bien différente également, plus désespérée, plus amère. Le film devait baigner dans une ambiance typique de la Californie et peu répandue dans le cinéma. Le June Gloom est un terme utilisé en Californie du Sud pour désigner un temps fortement nuageux, brumeux, avec une pluie fine. Le genre d'ambiance qui donne pas trop envie de faire du tourisme en Californie, quoi. Mais c'est sans compter la présence de Tony Scott. Gros formaliste issu de la pub comme son frère, Ridley, il va barder le film de néon très années 80.
d'une ambiance nocturne crasseuse ou de filtres solaires saturés pour les moments de jour. Selon l'un des assistants réalisateurs ayant travaillé sur le film, le tournage souffrait d'une surabondance de mal alpha. Trop de grandes gueules jouant à qui exhibe le mieux sa grosse opinion, quoi. Un machisme présent jusqu'au sein du film. À l'époque, Joel Silver était déjà pointé du doigt par les figures féminines importantes de l'industrie, pour la misogynie véhiculée à travers ses films. À quoi ce dernier aurait répondu : « Je n'utiliserai désormais les figures féminines que de deux façons, nues ou mortes ». Enfin, dernier point qui joue en défaveur du film, la sortie a étonnamment été peu mise en avant par les studios, malgré son casting prestigieux. Et pour cause. Juste avant la sortie du film, Bruce Willis s'est tapé 2 bides retentissants, avec les sorties du Bûcher des Vanités de Brian De Palma, et surtout le complètement fou Hudson Hawk. Ces 2 films font vaciller son statut d'acteur star, n'apparaissant plus si bankable. Que voulez-vous, Hollywood est un monde de girouettes. Mais est-ce que toutes ces raisons font du Dernier Samaritain un si mauvais film ? Eh bien, comme vous devez vous en douter, ça ne l'est pas. Malgré cette production compliquée, Le Dernier Samaritain est hyper fun. Le film flirte énormément avec le polar hardboiled des années 70, dont Shane Black est lui-même très fan, ainsi que le film noir. Notre duo de buddies sont des personnages désabusés, alcooliques pour l'un, drogués pour l'autre. Leurs traumatismes passés font que lorsqu'ils se retrouvent face à la mort, ils s'en battent un peu les roubignoles. Surtout Joe Allenbeck, qui n'hésite pas à faire des blagues alors que la situation semble plier pour eux. On a ainsi pendant près de 2 heures une accumulation de punchlines cultes ou de scènes badass issues du cerveau complètement fou de Shane Black. Notamment cette fameuse scène où Joe, tenu en otage auprès des méchants, demande une cigarette. T'es bien allumé. Tu vois, Pablo croyait que t'étais un dur. Pablo s'est trompé. J'ai fait tomber ma cigarette. Tu m'en offres une autre. Oui, y'a qu'à demander. Tu l'allumes. Touche-moi encore, je te tue. Ce type est fou. C'est bon, pote. Je suis peut-être pas le meilleur, mais 2 essais réussis, c'est pas mal. Je t'avais prévenu. Cet étrange mélange entre ce ton désabusé, interprété par des personnages au fond du gouffre, balançant constamment des punchlines marrantes, donne au film un genre de nihilisme cool, la noirceur du scénario de Shane Black étant édulcorée par les intentions spectaculaires de Joel Silver, alors que ses mises à mort gore sont dédramatisées par ces fameuses répliques à la Shane Black qui font constamment mouche. J'ai envie de t'entendre hurler. De douleur. Mets-moi un rap, connard. Et au milieu de ça, on a Tony Scott, qui essaye comme il peut de rendre le tout harmonieux, et notre homme s'en sort avec les honneurs, notre réalisateur étant autant à l'aise dans l'action pure que dans les intentions plus auteurisantes. Voir son excellent travail sur True Romance ou The Hungers, il est surtout un réalisateur de son temps, comprenant pertinemment les tropes visuels qui étaient la tendance des années 80-90. Le travail de Tony Scott est incroyablement dynamique, n'hésitant pas à débuler certains cadres pour intensifier l'enjeu dramatique de certaines scènes, cloîtrant ses personnages maudits à l'aide de sa focale. J'ai toujours considéré Tony Scott comme un cinéaste plus intéressant que son frère Ridley, bien qu'il ait aussi connu ses vilaines casseroles. Le Dernier Samaritain est ainsi un pur produit des années 90 et le restera comme un film culte de cette période qui n'est pas loin de subir cette grosse vibe de nostalgie comme on vient de le connaître avec les années 80, jusqu'à cette réplique finale que Joe balance à Jimmy. Sinon que dans les années 90, on ne cogne pas d'entrée. Faut d'abord dire un truc cool, tu vois ce que je veux dire? Ouais, du genre, je reviendrai. Pour conclure, on pourra dire que Le Dernier Samaritain est un petit miracle quand on connaît la galère qu'a connue son processus de création. Malgré l'amertume de Shane Black et la déception qu'a ressenti Tony Scott, le film eut tout de même un certain succès et put au moins rembourser son budget. Et on a beau sentir cette volonté entre chacun d'y ajouter sa pierre au risque de créer un déséquilibre entre certaines scènes, une harmonie se crée durant les près de 2 heures de visionnage. L'aspect sombre et désabusé de Shane Black est présent,
les explosions de Joel Silver aussi, autant que les néons de Tony Scott. Résultat, on a droit à un film assez unique en son genre quand on le regarde de plus près, mais surtout un film culte dont on pourrait reproduire l'étrange alchimie de nos jours. Le Dernier Samaritain est donc l'une des références d'action incontournables pour vos futures soirées nostalgiques en deuxième partie de soirée après Friends et Le Prince de Bel-Air. Et je me porte garant pour que vous vous jetiez dessus les yeux fermés. Mais pensez quand même à les rouvrir, parce que sinon vous ne pourrez pas voir le film.